It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Bonsoir et bienvenue à Des meurtres et du vin. Ouais, comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien. Ouais. J'ai des sujets déjà. J'ai réussi à faire une histoire sans beaucoup travailler. Nice. On aime beaucoup. Oui, écoute, on ne connaît pas en français, disons. Alors que moi, j'ai galéré. J'arrêtais pas d'être distraite. J'arrivais pas à bosser. Oui, j'ai vu ton petit truc sur TDAH et la concentration. Je n'y arrivais pas. Et, du coup, j'arrêtais pas d'aller sur Instagram. Et du coup, je voyais genre un nouveau message sur les meurtres et du vin. Donc, je répondais, j'étais stop, ça faut pas, focus. Mais je t'en avais envoyé une qui m'avait fait trop rire parce que c'est exactement ça dans la procrastination. Il y a une fille, elle a une bombe, tu sais, à regarder. Et elle regarde et dit, 2h45, je suis là. Puis elle commence à lire les messages, regarder n'importe quoi sur Insta. Enfin, bref, le TDAH, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Enfin, donc, tu veux commencer ou je commence? Alors, moi, j'ai un sujet, mais qui va pas te plaire. D'accord. Mais il faut juste stay with me. OK? Je suis avec toi. Le premier truc que je vais dire, tu vas avoir une réaction viscérale. OK. Et après, il faut juste que tu me laisses parler. D'accord. Donc, c'est dur pour moi déjà. Je sais. Donc là, j'étais en train de regarder la dernière saison de And Just Like That. Oh God. C'est même pas encore ça, la réaction que tu dois pas avoir. Écoute, j'avais envie de regarder c'est tellement mauvais et je pourrais lister les raisons. Je sais que c'est mauvais. Mais à ce moment-là, je voulais regarder un truc vraiment naze. Mais tu vois? OK. Tellement d'autres choix, mais OK. Passons. Moi, j'aime bien, par exemple, là... ne te dis pas ma réaction viscérale. C'est quand toi, tu dis, moi, j'aime bien. Non, c'est pas ça. Par exemple, j'aime bien regarder genre des trucs conneries, genre Love is Blind ou quoi. Parfois, ça me fait du bien. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, attention, tiens-toi, que tu es comme Carrie. Quoi? Voilà. Et je savais que tu allais être ça parce que tu l'aimes pas. Mais en fait, personne n'aime Carrie, donc c'est un peu méchant. Non. En fait, personne l'aimait avant, mais maintenant, je pense que ça a changé. On la déteste encore plus. Non, moi, je l'adore. Et en fait, elle est super généreuse. Dans cette saison, je pense que c'est les autres saisons, elle invite, il y a sa pote qui cherche un appart, elle l'invite chez elle, même si sa pote, elle lui bouffe son yaourt, ses machins, ses trucs et machins. Et en fait, ça m'a trop fait penser à toi, le truc d'avoir vraiment une ultra générosité, mais poussée, tu sais, genre être la meuf qui organise des anniversaires, qui aime les trucs comme ça, tu vois? Oui. Et en fait, ça m'a trop fait penser à toi, vraiment, tu vois? Genre, c'est très drôle parce que je pense que tu regardes ça, mais tu as une vision de cette série que personne n'adopte. Parce que moi, elle est généreuse. En fait, sa meilleure amie, tu vois, qui est avocat haut placé à New York et qui n'a nulle part où vivre. Enfin, passons sur la réalité de la chose. Mais c'est ta meilleure amie. Bien sûr que tu donnes une chambre, mais elle fait, ouais, tu sais que j'aime bien être seule, etc. Et tout de suite, elle s'est trop étalée. Elle a mangé son yaourt. Et genre, elle s'énerve pour les petites choses au point que sa copine n'est restée que 2 jours. Mais moi, et en plus, elle la voit toute nue au milieu du couloir et presque elle est choquée alors que dans les séries antécédentes, quand Miranda était tombée et qu'elle s'est coincée le dos, c'est son copain qui vient pour l'aider. Elle vient, personne n'est choquée. Là, je ne sais plus qui sont ces personnages. Tu me gâches ma vie, mon prisme positif. Parce qu'effectivement, tu as raison. Mais en fait, sur ce truc, j'étais tellement dans un prisme de positivité. C'est bien, mais après, je pense que tu bloques un peu de la réalité. Peut-être. Et je la trouvais, mais ultra généreuse. C'est vraiment genre la bonne amie. Bon, écoute, Et ça n'empêche pas qu'on est chiante aussi. Oui, soit chiante aussi, tu vois. Mais bien sûr. Mais là, t'es vachement plus généreuse que moi, par exemple. Avec mon temps, pour mes amis, c'est pas exactement vrai. Je dirais que moi, je suis quelqu'un que mon love language, c'est d'organiser, de donner, de faire. Quoi. Ça, toi, c'est pas ça, mais c'est pas vrai. Et toi, si j'ai besoin de toi et j'ai besoin, tu lâches tout ce que tu es en train de faire au milieu d'une fête et tu débarques chez moi avec du chocolat et d'ailleurs, tu l'as déjà fait. Et voilà, donc je dirais pas du tout que t'es pas généreuse, mais non, tu vas pas organiser une fête d'anniversaire. C'est pas ton trip. Mais voilà, du coup, c'est pour ça, tout le monde devrait avoir une Sarah dans sa vie, peut-être pas une Karine. Et... Tout le monde devrait avoir une Charlotte aussi. Non, mais après, moi, And Just Like That, c'était choquant parce qu'on reconnaît plus qui sont les personnages. C'était naze. La dernière épisode,
qu'est-ce qu'ils font là, tous les jeunes woke J'ai oublié déjà. Miranda, son fils, va avoir un bébé avec une fille qui débarque avec Ah ses oui, copines. j'ai envie de Parce que frapper. toute la dernière épisode s'est focalisé sur ces 3 jeunes complètement baraques Débile. qui arrivent chez quelqu'un qui se comporte, mais d'une façon complètement absurde. Enfin, on n'est pas dans le vrai monde. Ouais. On finit avec à regarder dans une shop pleine de caca, un personnage qui passe en par là, qu'est-ce qu'il fout là? Il n'y a pas Charlotte. Enfin, stop, quoi. C'était... Je suis tellement bloquée que je ne me souviens absolument plus. écoute, Alors que j'ai vu il y a peut-être une semaine. Non, mais toi, tu le dis, C'est une une horreur. fois que tu as vu le tour du vocal, Voilà, c'est c'est fini. fini. Bon, moi, j'ai regardé un truc, enfin, j'ai presque honte de le dire, mais moi, j'ai regardé un film que j'ai adoré et je l'aurais jamais cru. J'ai vraiment mise parce que je disais, mais putain, j'ai rien à regarder. Mais en fait, c'est Better Man. Le film en fait, le autobiographique de Robbie Williams, où il est en guise de singe. Ah putain, Lynn avait commencé à le regarder, j'avais commencé avec lui. Alors, franchement, il faut suivre le concept, quoi. Parce qu'au début, Déjà, tu j'ai pas te dis... compris, pourquoi. En fait, je pense que, enfin, je sais pas, j'ai pas lu les critiques, etc., mais moi, je l'ai interprété de la manière suivante. Il s'interprète en singe comme quelqu'un qui n'y s'y croit pas. C'est un singe, en fait, il fait le guignol quelque part. Et donc, quand il est dans Take That, il Ouais. dit like fake it till you make it. Uh-huh. Et en fait, il s'y croit pas. Il a vraiment un syndrome de l'imposteur Ouais. complet. En fait, tout ce qu'il fait, c'est cette mise en scène d'une sorte de narcissiste Des quelque personnages. part. Et mais ce qui est assez touchant dans le film, on sent vraiment une vulnérabilité et une honnêteté de sa part de reconnaître tous ses défauts. On avait déjà parlé de quand il chante à sa femme en train d'accoucher, etc. Enfin, tu vois, le gars, quelque part, il est ce narcissisme, mais il se voit en même temps. Il s'y cache pas. Et en fait, après, peut-être que l'histoire est moins vraie que d'autres, mais franchement, il y a une scène où, tu sais, il était avec Nicole Appleton, une des filles de All Saints. De All Saints. J'adorais ce groupe. Et qu'il dit qu'il était chouette et que ça s'est ruiné à cause de lui, et tous ses problèmes, la drogue, etc. Mais il y a une putain de scène avec la musique où il danse et il tombe amoureuse qui est juste géniale, elle est trop bien faite. Okay. Enfin, si voilà. Je regarde, ouais. Il rend l'addiction aussi, son addiction vraiment très visuelle d'une manière que moi je trouvais ça assez unique et vraiment très parlant. Et franchement, j'étais vraiment touchée par et jamais j'aurais cru. J'ai le seul truc, enfin, on va dire négatif, c'est le timeline des événements m'a laissé un peu confuse, mais bon, après, je n'étais pas fan de Take That. Oui, donc tu sais pas forcément. Ouais, donc, en fait, le passage, quand il était Take That, j'ai cru que c'était vachement plus long, alors que là, ça semble vraiment une paire d'années, tu vois, à ce qu'il devienne artiste solo. C'était peut-être ça, hein? Oui, peut-être, je sais pas. En fait, là, je trouve aussi dans le film, alors je peux me tromper, mais je trouve qu'il chante beaucoup mieux qu'en vrai, parce qu'en vrai, moi, je pense pas à Robbie Williams comme un grand chanteur, mais un vrai showman avec beaucoup de charisme, mais pas... Non, c'est pas... Voilà, donc c'était vraiment joli comme film, donc je le recommanderais. Ok. Voilà. Ah ben, la recommandation du jour. Ouais. J'aurais pas pensé à ça. Ben écoute, moi non plus. Voilà. J'étais très surprise. Voilà. Ah, mais okay. je recommande. Tu recommandes? Voilà. Merci. Et est-ce qu'on va parler du vin? On va parler du vin. Tu as vu ce que j'ai choisi? Non. Alors, avec la mémoire qu'a Charlotte, elle m'a envoyé un reel ou une story, parce que je ne sais toujours pas faire la différence. Non, je ne me souviens pas de ça. La sommelière du Carré Frais, qui faisait un petit discours sur ce vin. Ah oui, c'est vrai. Et donc... je me souviens pas de l'étiquette, en fait. Oui, ben écoute, pourtant, elle est mémorable. Ben oui. Et du coup, je suis allée la chercher. Et si tu me la passes... Oh, attends, j'ai éteint mon téléphone, pardon. Mais le Carré Frais, du coup, moi, je les suis. Ils ont ils ont un bon petit Instagram, ils présentent des produits. Ils ont présenté une espèce de fromage aux truffes. Oui, je me l'ai envoyé, le manchego aux truffes. Oh, je meurs. Ouais. Je meurs. Tu me le passes et j'en parle, ou tu veux juste... Ouais, non. Donc, elle s'appelle Demena, Super Sangla. Alors, j'avoue que je ne comprends pas grand-chose à l'étiquette. Il n'y a pas marqué grand-chose, mais en tout cas, c'est mis en bouteille par Sébastien Agelet à Pazol. Il y a des sulfites, c'est un produit de France, vin de France, donc c'est pas un AOP ou AOC, comme on a déjà dit. Et ça a une jolie étiquette, une espèce de rhinocéros. Non, c'est un sanglier. C'est un sanglier en Superman. En Superman. Voilà. Donc super sanglier. Super sanglot.
super scène là. Super. Bon, écoute, on verra. Super Il bored. me semble qu'elle avait dit que c'était un vin naturel ou quelque chose comme ça. Ouais, Je sais plus. mais Mais en tu pourras mettre sa vidéo en replay. Alors, pour, tu sais que je vais oublier dans 5 minutes, il faut vraiment que... Parce qu'à chaque fois qu'on se dit, tu vas mettre un truc sur Insta, j'oublie. D'accord. Donc, je te fais un petit mail pendant qu'on parle. Voilà, vous avez vu, on en est là, hein, on se fait des mails. Alors, pop. Attendez, parce que j'ai très très mal géré le bouchon. J'ai pas Je aimé. pense que on va pas dire que c'est la faute au vin, mais c'est toi qui as fait n'importe quoi. Ouais, parce que j'ai pas aimé, ça fait un bruit que j'ai pas aimé. Tu sais, maintenant, je vais être maintenant, je vais être très très critique sur les pop. D'accord, ok. J'aime bien que sur le bouchon, il y ait tous les noms là. Regarde, Ouais. il y a Demena. Ah oui. C'est intéressant. C'est sûr, je pense que c'est un vin naturel. Oui, il est tout flou, trouble, oui. Alors moi, en général, je suis pas fan. Bon, on va voir. C'est toi qui me l'as envoyé, la vidéo, donc... Oui, parce que j'ai trouvé que c'était bien présenté. Comme les vidéos que fait Pompette, j'adore. Ouais, on n'a pas... on va en parler après, mais... Moi, après, j'ai déjà dit que j'étais pas fan des vins naturels. Donc... Ouais, bon. Moi, je veux bien des glaçons. Il y a un bar à Montpellier, vin et autre chose. J'y vais pas juste parce que tous leurs vins sont naturels. Ah oui? Tous. Alors que le bar est génial. Bois de la bière. J'aime pas ça. Avant, je buvais de la bière. Je buvais de la bière quand j'étais étudiante, adolescente. Et après, j'ai arrêté. Plus récemment. Non, ça fait longtemps. Alors, c'est pas grave, chers auditeurs. Moi, je sais ce qu'a fait Charlotte, même si elle sait pas ce qu'elle a fait de sa vie, mais ce n'est pas grave. Oh, c'est clair. Il faudrait vraiment que tu écrives mon autobiographie. Oh, alors pas jusque-là non plus, quoi. Parce que moi, je me souviens de rien. Alors, je m'appelle comment déjà? C'est ma soirée et c'est mon histoire. It's my night. It's my party. Et je vais raconter, pas pas du tout. Non, moi, je suis toute seule, alors, comme ça. je peux intervenir, mais... S'il te plaît. Merci. Je vais te raconter l'histoire du Smiley Face Killer. It looks like a Dexter shit. Et non. Mais on dirait trop, tu sais, genre Dexter, je suis sûre, il a tué un serial killer qui s'appelle le Smiley Killer. Ah oui, d'accord, sur un truc de télé, ouais. Oui, c'est sûr. OK. Alors, il faut écouter parce qu'elle est un peu compliquée et j'avoue, elle est aussi un peu longue. Donc, je vais peut-être essayer de sauter, d'aller un peu plus vite, par-ci, par-là. Je sais que tu n'aimes pas. Non, Ou je prends mon temps. Ou tu prends ton temps et puis on coupe. Enfin, pas nous, mais les auditeurs. Oui, c'est vrai. Et vous pouvez écouter plus tard. Faites votre vie, en fait. C'est une bonne idée. Alors, on est au début de l'année 97 et Kevin Gannon, un détective de la police de New York, travaille au sein de la brigade des personnes disparues lorsqu'il est chargé de s'occuper du cas d'un jeune homme de 20 ans, Patrick McNeil, porté disparu depuis le 17 février à minuit. Kevin, le détective, est un vétéran du département et avec les autres agents chargés de l'affaire, il suit la procédure habituelle dans le cas de disparition pour reconstituer le dernier parcours connu de Patrick. OK. Jusque-là, non. Tout va bien. Kevin et son équipe apprennent que la nuit de sa disparition, Patrick, étudiant en 3e année à l'université Fordham dans le Bronx, était sorti boire un verre avec ses copains au Dapper Dog Bar à Manhattan, un bar connu pour sa politique assez laxiste en matière de contrôle d'identité pour le service d'alcool aux mineurs. Ah ouais. Qui, en 97, je pense que c'était quand même plus courant que ça ne doit l'être aujourd'hui, mais j'en sais rien du tout, parce que je suis vieille, on ne me demande plus. Les amis de Patrick vont dire à la police que vers minuit, Patrick est allé aux toilettes pour vomir. Puis il est revenu et il a dit à ses amis qu'il allait prendre le métro pour retourner dans le Bronx, retrouver le campus et décuer, quoi. Okay. Et une de ses amies dit qu'elle va l'accompagner, mais elle lui dit « Attends une seconde, d'abord je vais aux toilettes. Ouais. » Et là, ils se disent que des autres amis se disent que pendant qu'elle était aux toilettes, Patrick doit sortir, je sais pas, prendre de l'air. Et le problème, c'est que personne ne l'a vu quitter le bar. Mais ça a dû se passer dans ce laps de temps. Ouais. Et il suppute de ça. Je rigole, il faut que j'arrête. C'est cette nouvelle obsession. Obsession. Parce que, simplement, il était là une seconde et puis le suivant, il n'est pas là. Mais en fait, l'ami va sortir pour le chercher quelques minutes plus tard et là, il est introuvable et on ne l'a jamais vu ni entendu depuis ce moment. Donc, il a disparu, quoi, vraiment. Il a disparu. Kevin va trouver des témoins qui auraient vu Patrick devant le bar à ce moment-là, ce qui semble confirmer l'hypothèse des amis, genre qu'il est sorti, qu'il a attendu. Mais il est clairement pas resté là et les témoins affirment qu'il s'est éloigné de bar et qu'il était suivi.
Donc, ces témoins vont raconter à Kevin qu'un homme et une femme étaient assis dans une voiture garée devant le bar, comme s'ils attendaient quelqu'un. Ouais. Et que lorsque Patrick est sorti, il commence à marcher, ils vont le suivre dans leur voiture. Et quand ils tournent à gauche, ben, eux, ils ont fait la même chose. Ok. Les témoins avaient quand même relevé une partie du numéro d'immatriculation. Wow. Je trouve ça incroyable à chaque fois parce que moi, ce genre de truc dans un bar la nuit, je fais même pas tic. Non, moi, autant la journée, je sais que c'est le genre un truc où je fais attention parce que je suis parano. Jamais de ma vie, enfin, à moins que quelqu'un était actuellement en train de faire un crime. Excusez-moi. Est-ce que vous permettez que je remette mes lunettes parce que je vois rien? Non, je suis not there. Enfin, donc, j'en suis où? Excusez-moi. Donc, ils avaient donc une partie de la plaque d'immatriculation. Et lorsqu'ils vont transmettre ces informations à la police, en fait, il n'y en a pas assez pour affiner les recherches. Ok. Et on n'a aucune information par la suite de cette voiture ou ses conducteurs. Ok. Donc, ils ont quand même déployé des efforts considérables, enfin, la police de New York, en plus des proches de Patrick, pendant le mois de février et de mars. Mais malheureusement, le 7 avril, il y a des ingénieurs de l'armée qui vont trouver le corps de Patrick flottant face vers le haut dans l'East River à Brooklyn. Ok. Alors, cela semble immédiatement étrange à Kevin, car il a travaillé sur suffisamment d'affaires pour savoir que les victimes de noyades sont presque toujours retrouvées face vers le bas et non vers le haut. Donc, tu vois, j'ai même marqué ça, parce que clairement, toi, tu le sais, alors que moi, personnellement, quand j'ai lu ça, j'étais surprise. Je ne le savais pas, je ne comprends pas vraiment, et toi, oui. Oui, souvent, oui. Mais c'est quoi le délire? C'est comme un toast, toujours côté beurre. C'est quoi C'est parce que ça porte chance. Non, c'est en fait la façon. Je pense que c'est quand ton corps il a suffisamment gonflé de la mort, en fait, de la décomposition. À mon avis, ça doit se retourner comme une grosse grenouille, tu sais, genre. Ok. Donc ça, apparemment, c'est très bizarre pour Kevin, ce détective. Et que toi, tu savais ça. Ou il a un gros bedankedonk. I don't know. Non, je vais te raconter parce que... Attends, garde cette idée en tête. OK. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce qu'ils n'étaient pas nés en 2002, c'est des fesses. Donc, Michael Cooper, un reporter pour le New York Times, va dire que Patrick a été retrouvé avec les mêmes vêtements qu'il portait le soir de sa disparition et que son corps ne présentait aucun signe évident de blessure. OK. Sur les lieux, la police n'a pas pensé qu'il était victime d'un acte criminel. Et lorsque les résultats de l'autopsie sont rendus environ une semaine plus tard, le rapport indique que la cause du décès de Patrick est la noyade. La noyade, okay. Et il précise également que l'état de son corps correspond à la chronologie de sa disparition, c'est-à-dire qu'il est resté dans l'eau pendant tout ce temps et qu'il n'a pas été placé là plus tard. Mais ce même rapport indique également que les circonstances du décès de Patrick sont indéterminées. Donc, en fait, ils disent que c'est noyade, mais bon, on ne sait pas trop. On se garde une petite marge de manœuvre. Voilà. Donc, en fait, c'est ni accident, ni homicide. C'est juste indéterminé, si tu veux. OK. Et le rapport indique aussi qu'il n'y avait rien, pas de fracture, pas de traumatisme crânien, pas de blessure physique, pas de drogue. L'autopsie montre également qu'il y avait une quantité modérée d'alcool dans le sang, ce qui signifie qu'il était probablement un peu éméché, mais pas complètement ivre. Ouais. Et d'ailleurs, le médecin légiste, le médecin légiste, je suis pas très sérieux, il a décrit dans le rapport plus qu'un peu et moins que beaucoup. Wow. Ouais, c'est très précis. C'est très précis, très scientifique. Mais en fait, on se souvient qu'il a vomi au bar. Oui, donc quelqu'un qui est juste un peu éméché ne va pas vomir normalement. Donc il a été drogué. Peut-être. C'est une hypothèse dont on va en parler. Donc, là, Kevin, le détective, va émettre justement l'hypothèse que Patrick aurait été drogué au GHB, ce qui aurait contribué à l'assommer et à amplifier les effets de l'alcool, même s'il avait moins bu. Et ça explique pourquoi il se sentait très mal. Mais encore une fois, c'est juste la théorie de Kevin. Ouais. Voilà. Le rapport poursuit en disant que le corps est resté dans la rivière pendant environ en même temps qu'il a été porté disparu. Mais pour Kevin, encore une fois, c'est immédiatement suspect parce que il y a des témoins qui ont vu Patrick être suivi, puis son corps retrouvé face vers le haut.
Là, des choses correspondent pas pour Kevin Ok. et il veut des réponses claires. Donc, il a plein de questions. Mais malheureusement, pour Kevin, le taux de décomposition, Et trop selon avancé. voilà. Et même s'il pense que ça correspond pas au calendrier, c'est pas ce qu'il dit le médecin légiste. Bien que, et ça c'est un détail qui sera plus tard, mais je vais en parler maintenant, la peau autour de ses pieds ne semble pas présenter le degré de glissement normal pour un corps resté dans l'eau pendant 50 jours. C'est la peau fripée? En fait, au cours de la décomposition, les couches superficielles, je me lis parce que je comprends rien à ce que je dis, les couches superficielles de la peau commencent littéralement à se détacher du corps, Ok. et généralement seulement 2 ou 3 jours après le décès et en conditions telles que la température, etc. Ouais. Donc, même le médecin légiste a remarqué cela, mais Kevin n'a pas eu ces informations tout de suite. Ok. Voilà. Donc, Kevin, quand même sans cette information, c'est bon. Qu'est-ce qui a pu réellement se passer? Parce que tout lui semble assez suspect. Comment s'est-il noyé? Comment s'est-il retrouvé dans la rivière? Comment son corps a-t-il parcouru 19 km vers le sud de Manhattan jusqu'à la jetée de Brooklyn? D'autres agents émettent l'hypothèse que, comme Patrick avait bu, il a peut-être dû aller aux toilettes, s'est rendu au bord de la rivière, est tombé dans l'eau, et c'est le courant qui a emporté son corps jusque là où il a été retrouvé. Mais Kevin n'y croit pas. Lui, vraiment, est convaincu que Patrick a été victime d'un acte criminel et donc il va commencer à passer au crible toute la zone autour du Dapper Dog Bar dans le nord de Manhattan. Il voit pas comment Patrick aurait pu se rendre jusqu'à l'East River parce que le bar n'est pas situé à côté de l'eau, mais du tout. Du tout, ouais. Et s'il avait besoin d'aller aux toilettes, il pouvait pas attendre d'être de retour sur ce campus. Ben, en fait, ça n'a aucun sens, même dans un état d'ébriété, de marcher à plusieurs pâtés de maison, escalader une clôture juste pour uriner dans la rivière. C'est ce qu'il aurait dû faire pour que cette hypothèse soit factuelle. Ouais. Au final, malgré tous ces soupçons, c'est pas vraiment important parce que le mort de Patrick sera jugé comme une noyade accidentelle et l'affaire est classée. Parce qu'il faut se souvenir que Kevin était chargé des personnes disparues et lorsqu'on retrouve le corps, ben, ça devient la brigade criminelle. Et oui. Et donc, l'affaire est classée, sauf pour la famille de Patrick et pour Kevin. Ah, Kevin Kevin est là dedans. Et c'est pas parce que l'affaire est classée, tu l'aurais compris, que c'est oublié, parce que Kevin, c'est l'affaire. Tu sais, on raconte... C'est son affaire. C'est son affaire. Pour les policiers, ils disent souvent, moi, dans les documentaires, souvent, il y a toujours cette affaire qui te reste dans la tête et que tu peux pas oublier. J'adore. Et donc, pour Kevin, c'est cette affaire-là. Donc, en l'espace de 15 mois, 2 autres jeunes hommes disparaissent et sont retrouvés noyés dans l'East River dans des circonstances étrangement similaires. Le soir du Nouvel An 97, Lawrence Andrews, 21 ans, disparaît à Manhattan et son corps est retrouvé en février 98 à Brooklyn, presque exactement au même endroit où Patrick McNeil avait été retrouvé. Suspect. La cause du décès est déterminée comme étant la noyade, mais là encore, personne ne sait comment il s'est retrouvé dans l'eau. Voilà. Puis, en mai 98, un autre étudiant, Joshua Bender, âgé de 19 ans, disparaît de son dortoir à l'université Yeshiva et est retrouvé dans l'Hudson River le 24 mai. Donc, tu vois, à chaque fois, il y a quand même un délai assez important. Et là, pour Joshua Bender, le dernier, en raison de leur foi juive orthodoxe, les parents de Joshua demandent qu'aucune autopsie soit pratiquée. Et le corps, de toute façon, ne présente aucun signe extérieur de crime, mais forcément, sans autopsie, de nombreuses questions restent en suspens, quoi. Donc là, Kevin ne travaille pas directement sur ces affaires-là, mais forcément, il entend parler et à chaque fois, il pense à Patrick et à toutes les questions qu'il a auxquelles il ne peut pas répondre. Il voit des liens, des similitudes troublantes entre tous ces jeunes hommes et leur mort mystérieuse quelque part. Et là, il va finir par passer au service des disparus à la supervision de la brigade criminelle du Bronx en 99. Et il sera occupé par d'autres affaires par la direction de la brigade, mais il n'oublie jamais ses affaires, c'est son obsession. Lorsqu'il prend sa retraite en 2001, il commence à enquêter sur l'affaire pendant son temps libre. Wow. Et il va demander à son ancien partenaire, le détective aussi à la retraite, Anthony Duarte, de l'aider. Et en fait, au fil des ans, ces 2 hommes pensent qu'ils commencent à relier certains points. Ils travaillent ensemble et ils découvrent d'autres cas de jeunes hommes disparus, retrouvés noyés dans des circonstances accidentelles ou indéterminées, non seulement sur la côte Est, mais aussi jusqu'au Midwest des États-Unis.
En fait, l'un après l'autre, ces jeunes hommes vont finir dans l'eau. Ils laissent derrière eux famille, mystère, etc. Mais ils ont un profil quand même assez spécifique. Ils sont tous étudiants, presque quasiment tous blancs ou quelques asiatiques, très appréciés, sportifs, donc pas de gros popotins, comme tu as dit. Ouais. Des gamins heureux qui réussissent bien et qui semblent être sur la voie du succès, en tout cas. Ouais. Et donc, c'est assez choquant que encore et encore et encore, on trouve ce genre de cas. Voilà. Kevin et Anthony sont convaincus qu'ils tiennent quelque chose d'important, mais ils savent pas qu'ils sont pas seuls. À plus de 1000 kilomètres de là, alors là, je sais pas, j'aurais dû regarder à St. Cloud ou St. Cloud dans le Minnesota. Je vais pas regarder, je crois que c'est St. Cloud. Mais mon traduction avait pas un coup St. Cloud, un coup St. Cloud. I'm sure it's St. Cloud. I think it's St. Cloud. Je suis pas inasse en géographie. Enfin bref, donc un professeur de justice pénale à l'université de l'État de St. Cloud qui s'appelle Douglas Lee Gilbertson, il arrive à la même conclusion que Kevin et Anthony après des années d'observation et de recherche. Attends, lui, c'est juste un enseignant? C'est un enseignant, mais en de criminologie? justice pénale. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est quand même son... Et du It's coup, his wheelhouse. et ils font des recherches parfois sur des cas comme ça. Ok. Oui, enfin, je pense que c'est enseigné déjà, Ouais. mais après, c'est quelqu'un qui a aussi un autre titre, je pense que je dis juste après, Ouais. mais qui est très intéressé Ok. par ce type de Ah, c'est cas intéressant. aussi. Donc, les hommes, Anthony, Kevin et Lee, ils s'appellent Lee, en fait, ils utilisent ce nom-là, ne se connaissent pas, ils se sont jamais parlé, mais leurs recherches des deux côtés, en fait, sont indépendants et parviennent quand même à la même conclusion. Ok. Donc, le professeur Lee, tout comme Kevin s'est intéressé à l'affaire de Patrick à New York, Lee s'intéresse à un sujet au début de l'année 2006, lorsque deux affaires similaires à celle de Patrick se déroulent dans le Minnesota, et ça éveille son intérêt. Ok. La première affaire, c'est celui de 2002 qui concerne un jeune homme nommé Chris Jenkins qui était étudiant à l'université de Minnesota. Mhm. Et Chris va sortir avec ses amis pour fêter Halloween. Il est expulsé du bar vers minuit et n'a jamais été revu vivant. Son corps a été repêché dans le Mississippi en février 2003. Wow. Et comme dans une scène familière, il est retrouvé flottant face vers le haut. Et cette fois-ci, il a aussi les bras croisés sur la poitrine. Wow. Sa mort a été classée comme une noyade accidentelle. Sérieusement? Écoute, c'est comme ça. La même année, 2002, un étudiant local de St. John's, nommé Josh Gehman, a complètement disparu. Alors, Josh avait le même âge et le même sexe que Chris, lui aussi disparu, avoir fait la fête avec ses amis, mais contrairement à Chris, son corps n'est jamais retrouvé. Et bien que Lee ait toujours été au courant des disparitions de Chris et Josh, ce qui l'a vraiment poussé à mener ses recherches, c'est un décès encore plus proche à l'université où il enseigne, le décès de Scott Rydell, âgé de 21 ans. Donc, pareil pour Patrick McNeil, on va dire que Scott était sorti en ville avec ses amis le 1er février 2006 pour boire un verre, puis il disparaît tout simplement. Le Mississippi, donc la rivière, traverse le centre-ville. Et selon certaines sources, ils buvaient dans les bars situés à l'un ou deux pâtés de maisons du fleuve. Lorsqu'on va faire des recherches, par contre, la fleuve, elle est congelée à ce moment de l'année. Okay. Voilà. Et on trouve des empreintes de pas n'ont pas été trouvées sur la glace du fleuve près des bars ou dans les environs qu'on aurait dit il aurait essayé d'avancer sur la rivière. Donc déjà, on est là, mais ça... Il a volé? Oui, apparemment, c'est sûr, ça c'est une autre hypothèse que tu viens d'émettre, qu'ils n'ont pas hypothéqué. Okay. Ouais. Et du coup, ils n'ont pas retrouvé des empreintes et un mois plus tard, le 1er mars, son corps est retrouvé dans les eaux glacées du Mississippi. Encore une fois, sans surprise, sa mort est rapidement qualifiée de noyade accidentelle. Et là, en fait, la plupart des gens, ils prêtent pas attention. En fait, ils pensent que tout ça, c'est des accidents tragiques. En fait. Ça fait beaucoup d'accidents quand même. Ça fait beaucoup d'accidents. Et Lee, lui, il n'arrive pas à s'en défaire, tout comme Kevin. J'adore. Donc, il est enseignant, mais aussi criminologue. Et donc, il est fasciné par ces affaires, tout simplement. Il veut tout savoir. Il assemble les pièces comme un sorte de puzzle pour comprendre un peu mieux l'histoire. Il se fait aider par deux étudiants diplômés du département de justice pénale de l'université et il passe une grande partie de l'année 2006 à faire ses recherches. Il fouille tout ce qu'il peut trouver sur des jeunes étudiants noyés et il va étendre sa recherche au-delà du Minnesota et dans le reste du Midwest et il commence à dresser une liste de 22 noyades que, selon lui, pourraient être liées. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
Donc, en fait, il souligne plusieurs éléments pour le profil des victimes pour lesquels il pense qu'elles sont liées. Donc, c'est des hommes dits déjà, pour la majorité blancs ou quelques asiatiques. Ils mesurent généralement environ 1,70 m et pèsent 75 kilos. Alors, aux États-Unis, c'est petit, hein. C'est pas une grande gabarit, hein. Pour, les mecs sont en général beaucoup plus grands. 1,70 m, c'est pas... Non. Voilà. Donc, ça, c'est très, très précis. Ils ont tous quand même un silhouette athlétique et ils ont tous des bons résultats scolaires. Donc, c'est quand même pas le genre de personne qui disparaît comme ça tout le temps. Voilà. Ouais. Et ces profils est presque le profil identique aux victimes à New York, exact. Mais tout le monde le sait pas. Enfin, en gros, voilà. Il aussi rajoute au profil qu'ils fréquentent tous des universités situées, on va dire, à 40 km autour de l'autoroute 94, entre des villes de Minnesota et de Michigan. Et on montre... alors, ça, c'est un peu space. Je n'ai pas su le comprendre, peut-être que tu le comprends mieux que moi, mais ces recherches montrent que près de 82% des décès surviennent au cours des 2 premières semaines du mois et qu'environ 75% des disparitions se produisent lorsque la lune est moins qu'à moitié pleine. Qu'elle décroît ou qu'elle à moitié pleine, elle décroît. Ouais. Et pour lui, apparemment, c'est statistiquement impossible que toutes ces noyades soient si similaires à tous ces égards en même temps et qu'il n'y a aucune liaison. Apparemment, selon le calendrier établi, je ne suis pas criminologue, donc je n'aurais jamais pensé à regarder ce type de détails pour que ça soit important. Mais la période... Oui, que peut-être cette personne-là, pendant les 2 premières semaines du mois, est plus disponible, j'en sais rien. Oui. C'est là où tu as chopé ton salaire et tu fais... Alors, je ne sais pas pourquoi ça coûterait très cher. Non, mais oui, je ne sais pas, mais il y a des questions qui restent à répondre. Donc... bien sûr, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est la police, en fait. La police de Michigan, tout comme la police de New York, ils ne croient pas du tout à la théorie de Kevin concernant Patrick McNeil. Et pareil dans le Michigan, où le chef de la police va déclarer fin 2006 qu'après la mort de Chris Jenkins, elle a été visiblement cette mort reclassée comme homicide. Et je parle le détail de ce changement. Mais en fait, il va quand même déclarer qu'il ne croyait pas à l'existence de preuves tangibles pour étayer la conclusion de Lee. C'est-à-dire que, OK, celui-ci, oui, ce mort-là, mais il n'est pas du tout lié aux autres. OK. Voilà. En fait, la police va juste dire que c'est des terribles tragédies à chaque fois et rien de plus. Voilà. Donc, ils ne veulent pas creuser, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné à New York, Kevin et Anthony on entend parler de ce que fait Lee. Et ils vont se rendre pour le voir, mais sans le prévenir. Et c'est là ils vont avoir leur premier contact. Et finalement, les 3 hommes s'assoient, comparent leurs notes et sont stupéfaits par le nombre de similitudes entre leurs conclusions. Et donc, ils décident d'unir leurs forces et commencer à rechercher, à enquêter sur de plus en plus de cas dans toute la moitié du pays. Enfin, au moins, c'est grand aux États-Unis, donc on ne va pas dire la moitié, mais tout au long de cette autoroute 94 qui est très, très longue. Très étendue, En 2008, ils sont convaincus à 100% qu'ils ont affaire à un ou plusieurs tueurs en série. Et là, ils croient que 40 jeunes hommes dans 11 États ont tous été assassinés par cet agresseur mystérieux. Wow. Ils pensent que les délais de décomposition sont incohérents, que les lieux où les corps sont retrouvés sont étranges et que les similitudes entre les victimes indiquent quand même une vaste conspiration. Il y a trop de similitudes. Et selon cette théorie, ils vont soutenir que ces décès ne sont pas nécessairement l'œuvre d'une seule personne, mais plutôt des cellules de tueurs qui opèrent dans les grandes villes pour choisir, traquer et tuer ces jeunes hommes. Oula. Et ils affirment que ces cellules sont assez peu structurées et pensent qu'elles communiquent via le dark web pour planifier les crimes. Ils vont dire qu'ils avaient consulté une page du dark web pour interagir avec quelqu'un de l'autre côté, mais qu'en fait, on leur a demandé un mot de passe dont ils ne disposaient pas, et en plus, ils n'ont pas mis leur webcam, ce qui a refoulé. Bon, moi, je commence un autre moment dans cette histoire, parce que comme je l'ai écrit toute seule, je pense bien, on va dire c'est là où l'histoire commence à devenir bancale, mais pour moi, c'était là, en fait. Là, on rentre vraiment dans... OK, jusque-là, j'ai suivi. Je trouve que tous ces cas sont extrêmement liés, mais là, on rentre dans une conspiration qui fait quand même tilt, quoi. Tu te dis,
Bon, attends, où allons-nous avec Oui, ça? oui, oui, oui. Et c'est bien pour ça que j'ai choisi cette histoire, parce que c'est entre toi et moi, je pense qu'on va avoir deux avis différents sur la chose. Vas-y. Donc, attends, je me retrouve. Donc, ils avancent également que les tueurs partagent une méthode pour rendre leurs victimes plus dociles, c'est-à-dire qu'ils droguent au GHP. Ah oui, ouais. Et j'ai l'impression de raconter beaucoup d'histoires avec mes victimes droguées par Malheureusement, GHP. ouais. Voilà, et avec le GHP, ça rend plus facile de les attraper, de les enlever, mais tout en faisant passer leur mort pour un accident de noyade après une soirée mal tournée. Trop arrosé, trop bourré. Voilà. Et après, là, ils pensent autre chose, que le tueur laisse derrière lui une signature. En fait, ils affirment que les tueurs ou les tueurs utilisent un smiley qui est toujours peint à la bombe à proximité des lieux où les corps sont retrouvés. Et là, cette théorie, c'est vrai que pour beaucoup de choses écrites, devient très bancale, à savoir ce qu'on lit selon enfin, tu vois, il y a le Daily Beast qui n'est pas très crédible, il y a le Rolling Stone qui a fait un article. Ok. Il y a plein de sources différentes où tu peux voir les smileys. Alors, déjà, les smileys sont différents. En fait, je vais te montrer après une image. En fait, il sourit, c'est quasiment le seul, entre guillemets, similitude. Mais en fait, la place des yeux, c'est pas le même. Des fois, c'est des cercles, des fois, c'est des lignes. Des fois, ils sont dans un cercle. Des fois, c'est juste les yeux et la bouche dessinée. Des fois, ils ont un nez. En fait, voilà. Donc, pour beaucoup, ça reste une théorie qui semble un peu folle. Parce que, surtout, des smileys dans le graffiti, c'est pas exactement nouveau ou exotique. Enfin, je sais pas, j'ai pas compté le nombre de smileys que j'ai vu taguer. J'en vois pas beaucoup, moi. Non plus, mais on est dans les années. Peut-être. Non, peut-être pas, je sais pas. Ouais, je sais pas. Écoute, je sais pas. Dexter a fait un truc là-dessus, je crois, un épisode, mais pas sur. Mais c'est certainement pris de ça. C'est cette certainement histoire pris de soit ça, inspirée. Ouais. En tout cas, pour beaucoup de gens, quand ils entendent ça, et surtout la police, qui est assez terre à terre dans leur manière de regarder une investigation, des cellules tueuses qui communiquent sur le dark web, qui laissent un smiley, voilà, là, on est parti dans les... Vous m'avez perdu. Mais en fait, les trois, là, la bande, ils se soucient pas du tout de caractère complètement farfelu de leur théorie, parce qu'ils sont convaincus par ce qu'ils disent. Et ils disent que même si les signatures sont différentes, ils essaient quand même de signer quelque chose. Et en fait, ils décident du coup de rendre leur théorie publique dans l'espoir que les forces de l'ordre vont réouvrir toutes ces enquêtes classées sans suite pour les traiter comme des homicides. Okay. Donc, le 29 avril 2008, ils organisent une conférence de presse à New York et dévoilent au monde entier leur théorie sur la tueur au smiley. Ils disent en plus qu'ils ont des preuves qui relient et démontrent ces 40 cas de noyade dans 25 villes et 11 États différents, en disant que ce n'est pas des accidents, mais c'est des meurtres commis par le tueur au smiley. Donc, beaucoup de gens entendent ça, ils doivent en avoir qui s'en fichent, ils doivent en avoir qui ça fait réagir. Ouais. Mais en tout cas, le même jour, le FBI va faire leur conférence de presse pour dire « Nous avons trouvé aucune preuve permettant d'établir un lien entre ces décès tragiques, ni aucune preuve corroborant la théorie selon laquelle les décès seraient l'œuvre d'un ou de plusieurs tueurs en série. » Donc, en fait, tout de suite, à la FBI... Ils ont répondu direct? Direct. Donc, à mon avis... Kevin, Anthony, Lee, là, sont en train de parler à tout le monde et tout le monde entendait, mais vous êtes des foufous. Et là, ils disent, tiens, vous allez annoncer au monde entier qu'il y a eu des tueurs en série qui a tué 40 jeunes hommes, etc. Donc, eux, ils font leur réplique directe pour calmer les choses. Mais non, mais c'est trois fous et passons, quoi, tu vois. Oui, pour pas que ça mette la panique. Oui, on veut pas qu'ils mettent la panique. Et puis, en plus, on peut surtout pas les croire. En fait, c'est ça le truc depuis le début. Et donc, les trois se disent, OK, on savait que vous allez être sceptiques, donc on est venu préparer pour prouver, en fait, notre bonne foi et justifier. Et soi-disant, ils sont armés de plus qu'une simple théorie. Donc, ils disent avoir des preuves tangibles justifiant la réouverture des affaires, remontant jusqu'en 97. Et donc, en 2009, Kevin et Anthony se rendent dans l'émission Larry King Live sur CNN. Tu vois, quand même, l'histoire a été suivie. Avec un médecin légiste indépendant, et ils annoncent que, en fait, sur les photos de l'autopsie de Patrick McNeil, dont Kevin, je l'avais dit au début, n'avait pas accès à ces photos à l'époque, il avait juste l'info sur le glissement de la peau, mais que le médecin légiste n'était pas très choqué par cet élément-là. Mais il n'avait pas les photos, il n'avait pas le truc, parce que c'est passé à la brigade criminelle. Donc, ce médecin légiste va montrer dans ses photos
d'autopsie que Patrick montrait des brûlures et des marques de ligature sous son cou, Ah, quand même. qui auraient pu être étranglés. Et ils ont également trouvé des œufs de mouche autour de l'aine de Patrick. Alors, l'aine, A-I-N-E, Oui, c'est autour exactement, de crotch. la jambe. Ouais, en haut de la jambe, de la cuisse. Alors, il s'agit d'œufs de mouches domestiques et de larves écloses. Et ce type d'œuf ne serait pas trouvé sur un corps si celui-ci avait été laissé à l'extérieur dans l'East River où régnait un froid glacial depuis la disparition de Patrick. En gros, en d'autres termes, Patrick n'est pas tombé dans la rivière vivant. Son corps était forcément conservé à l'intérieur dans un endroit chaud, puis jeté dans la rivière après sa mort. Ok. Ça me dégoûte, mais oui, ok. Oui. Alors, donc là, pour les trois en tout cas, pour les proches de Patrick, pour beaucoup de personnes, peut-être d'autres victimes, pour eux, ils entendent ça, la preuve Ouais. que Patrick a été assassiné et du coup qu'il y a vraiment quelque chose. Malheureusement, forcément, ces informations, elles sortent, mais hyper loin, quoi. En fait, c'est une théorie de 97, c'est très, très... Ouais. On est des années après, on est, je crois, en 2009, donc c'est très loin. On sait aussi la réticence qu'il y a à la police pour admettre qu'ils auraient fait une erreur d'investigation à une certaine époque. Mhm. Et donc, du coup, encore une fois, on reste avec l'idée qu'il est parti Accident. pisser et puis il est tombé dedans. Une autre chose, par contre, dont les trois ne parlent pas, c'est le smiley lors de la mort de Patrick, parce que, en fait, comme on dit que, entre guillemets, c'est victime zéro, peut-être que Kevin, à l'époque, n'aurait pas su où chercher, n'aurait pas pensé à chercher, qui est un argument valable, mais certains vont dire que c'est une faille dans la théorie. Ok. Parce qu'en fait, cette faille, si tu veux, devient encore plus grande quand on regarde les statistiques des trois hommes sur la fréquence réelle des smileys. Parce que sur 40 meurtres, ils affirment avoir trouvé 22 smileys. C'est un peu plus de 50%, ce qui, en termes de statistiques, n'est pas vraiment suffisante pour établir une tendance. Un pattern, ouais, non, un C'est schéma. ça. Et en plus, ils sont pas trouvés partout. Ils sont trouvés que dans 5 États. Enfin, ils disent aussi que peut-être que c'est pas une smiley, qu'il y a des marques de peinture, ou en fait, des fois, il y a un autre mot qui aurait pu être écrit. Mais en gros, cette théorie de cette marque distinctive de smiley commence. Pour eux. Ouais, en fait, ça vraiment, ça sème la doute chez les gens. Ça semble pas être une preuve irréfutable, si tu veux. Mhm. Alors, on va revenir aussi aux parties des drogues. Donc, là aussi, pour eux, c'est la preuve irréfutable que les hommes ont reçu du GHB. Et forcément, c'est pas quelque chose que les médecins légistes auraient recherché lors de l'autopsie pour beaucoup de ces victimes. Mais Kevin va dire des choses à Rolling Stone. Alors, je sais pas si Kevin, il commence à avoir la démence ou je sais pas quoi, parce qu'il est quand même à la retraite depuis quelques années. Mais lui, il va dire que ils étaient à 100% d'avoir du GHB dans le système, or qu'en fait, dans les vrais examens des médecins légistes, ils sont que 30. Ah ouais. Donc, c'est quand même loin, c'est 70%. C'est énorme, ouais. C'est déjà énorme, hein. Ouais. Mais quand Kevin dit des absurdités comme Ouais, 100%, alors qu'en fait, ce n'est que 30%, ça sème le doute, en tout cas chez le public. Bref, tout ça, forcément, ça suscite l'intérêt dans le public, mais ça reste de conjecture, de l'hypothèse. Et malgré le fait que les trois hommes remontent 20 ans en arrière, et ils n'ont pas assez d'éléments pour reconstituer le puzzle. Puis c'est très, très, très compliqué pour eux d'y travailler dessus. Donc là, en 2009, un homme de Boston nommé William Hurley disparaît après avoir été allé voir un match de hockey. Oui. Lorsque son corps est retrouvé dans la rivière Charles, le médecin légiste effectue immédiatement un test de dépistage du GHB et ils en trouvent. En fait, là, la différence de ce cas-là, pour une fois, il y a un match de hockey. Donc, pourquoi il aurait pris du GHB pour aller voir un match de hockey, tu vois? Là, ils vont trouver des traces de traumatisme crânien sur sa tête et un smiley peint sur une boîtier électrique à proximité. Mais la police de Boston va conclure une noyade inexpliquée. Oh mon Dieu, stop. Oui, c'est ça, ça n'arrête pas. Et en fait, forcément, les gens vont dire, mais oui, mais pourquoi il aurait pris du GHB? Mais en fait, en gros, ils vont dire, mais les gens prennent de la drogue un mercredi pour rien à faire. Enfin, ouais, sauf que GHB, tu te souviens même pas du match pour lequel tu as payé $80. c'est sûr que c'est particulier, quoi. C'est des flics, des tueurs. Je sais pas.
Bon, en tout cas, au bout d'un certain temps, le battage médiatique s'estompe comme pour toute histoire et Ouais. l'actualité passe à autre chose. Aucune des affaires signalées par les 3 hommes ne sera réouverte. Mais en réalité, il y a plein de gens qui opposent de plus en plus leur théorie. Même qu'en 2010, le Centre de la recherche homicide, qui est une organisation à but non lucratif assez réputée, va publier une réfutation intitulée Noyer la théorie du tueur au smiley, D'accord. qui est un document académique de 12 pages, très bien écrit et qui démolit toute la théorie. Bon, Ok. tu penses bien que je ne l'ai pas lu. Oui. Mais en tout cas, il présente 18 arguments expliquant pourquoi le tueur au smiley n'existe pas. Donc, ils vont commencer par souligner la chronologie. Par exemple, les smileys, quand est-ce qu'ils ont été peints par rapport à la mort des jeunes hommes? Mhm. Parce que certains smileys semblent super anciens, sont très abîmés, comme s'ils étaient déjà là lorsque les victimes sont entrées dans l'eau. Ils disent que c'est plutôt une coïncidence et pas forcément un marqueur de gang ou quelque chose comme ça. Aussi que dans certains cas, les smileys ont été découverts plusieurs mois après la découverte des corps. Donc là, si les tueurs voulaient signaler leur crime, pourquoi ne pas le faire immédiatement? Mhm. Et puis aussi, ils soulignent que ce type de graffiti est super courant et qu'on en trouve partout. Ils ajoutent que les smileys sont de style et de taille différentes. Il évoque aussi le fait, alors ça, je ne le savais pas, mais pourquoi pas, il est rare que des meurtriers et encore moins des tueurs en série choisissent de noyer leurs victimes. C'est vraiment pas la mode opératoire choisie. C'est pas assez proche du victime, c'est pas assez violent. Moi, je dirais ça, l'hypothèse des 3 policiers, c'est qu'ils étaient morts avant de rentrer dans l'eau. Donc, faut voir ça autrement. Mais bon, après, je pense que ces personnes savent mieux que moi, donc je vais pas forcément émettre mes idées perso. Alors, en fait, ils n'ont pas la preuve que tous les victimes avaient du GHB. Aussi, oui, c'est bizarre que William l'ait pris pour un match de hockey, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Enfin bref, en gros, toutes ces questions, ça tourne en boucle, en boucle, en boucle. Donc, en 2012, la théorie avait vraiment perdu son élan. Et on pense même que Kevin a un peu abandonné ses recherches pour se consacrer à un travail de détective privé parce qu'il a des factures à payer. Okay. Kevin, dans sa passion pour cette histoire, aurait hypothéqué sa maison pour continuer à enquêter dessus. Donc, il est tellement dans cette théorie, enfin, c'est de complot, conspiration ou autre, que en fait, juste parce qu'on n'y croit pas, il peut pas s'arrêter de le faire au point où il se rend banqueroute, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Le 25 janvier 2017, près de 21 jours pour jours après la disparition de Patrick McNeil à New York, un homme de 23 ans nommé Dakota James disparaît à Pittsburgh. Il est vu vivant pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance à 23h49 et son corps est retrouvé 40 jours plus tard, flottant dans la rivière Ohio. La police pense qu'il est tombé quelque part près du pont Robert Clemente, qu'il a ensuite dérivé sur 16 km en aval. Sans surprise, sa mort a été jugée accidentelle. Le médecin légiste du comté affirme qu'il est tombé dans la rivière et s'est noyé la nuit de sa disparition. Et selon lui, rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte criminel. La famille n'y croit pas et la famille va contacter Kevin Lee et Anthony. Wow. Le trio accepte et donc ajoute Dakota à leur liste de victimes du smiley. Et il va faire l'objet d'une série télévisée en début 2019. Et là, les chiffres avancés par Kevin Lee et Anthony ont vraiment changé. Parce qu'en 2008, ils ont déclaré 40 victimes. Et là, en 2019, lors de cette série télévisée, ils vont dire qu'il y a jusqu'à 335 cas potentiels. Wow! Combien de ces cas comportent un smiley? Selon l'article de Rolling Stone, selon 70. Et le smiley, selon celui de Dakota, est en fait à 16 km de l'endroit où son corps a été retrouvé. OK. En fait, là, je suis bientôt, je pense, arriver à la fin, je sais plus. Mais dans tout ça, même si ça semble complètement fou, il y a quand même une logique derrière.
Parce que ils vont enquêter sur la mort de Dakota et ils vont relever que il y a des choses quand même choquantes qui vont être diffusées dans un autre épisode consacré à cette affaire. Par exemple, quelqu'un a utilisé le compte PayPal de Dakota et a dépensé en $12 48 heures après sa disparition. Donc, si la théorie qu'il est tombé à l'eau le soir même de sa disparition est réelle, qui a utilisé son compte? Et pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de trouver cette information? Il y a aussi le corps de Dakota, donc le même médecin légiste indépendant qui a examiné le corps de Patrick McNeil va trouver aussi des marques de ligature très nettes à l'arrière du cou de Dakota, mais aussi une décoloration de ses ongles qui correspond à celle observée chez une personne qui tente de se dégager d'un étranglement. Ok. Et l'étranglement, c'est quand même un truc hyper connu du tueur en série. Bien sûr. Voilà. Mais pourtant, comme Patrick et toutes les autres, on va pas forcément communiquer cette info au large et la police va pas l'accepter. Donc, c'est que des morts, encore une fois, accidentelles. Dans la mort aussi de Dakota, il y avait des similarités comme pour Patrick, qu'une amie l'avait vu sortir et en fait, ils ont vu une voiture à côté. Et tu te souviens de l'histoire de Patrick où il y avait la voiture et la personne qui a quitté. Voilà. Donc, à ce jour, aucune des affaires a été réouverte ni enquêtée. Attends. On sait pas? Ouais. What? Tu m'as fait ça? Oui, je te le fais. Oh. Alors, je le fais. T'es vilaine. Je suis vilaine. Je suis désolée. Je le fais parce que, en fait, Charlotte est beaucoup plus dans les théories de conspiration que moi. Je suis beaucoup plus. Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver. Mais celle-là m'a vraiment fait. Enfin, je sais pas quoi penser parce que je trouve que je m'en fous de savoir si à 335, même 40, c'en est trop. C'est beaucoup trop. Pour ce profil. Enfin, moi, j'entends pas parler de jeunes hommes blancs dans une bonne situation qui se noient. Enfin, ça arrive et tous les médias en parlent. Et puis avec un taux d'alcoolémie pas ouf. Enfin, tu vois. Tu te souviens pas en France, celui de gamin pour la fête de la musique qui est tombé à l'eau? Oui. Mais c'était à la une des trucs. Là, t'as 40 victimes, ou même à New York, dans un même quartier, 3 mecs, et personne n'en parle, personne trouve ça suspicious. Ouais, et puis en plus, quand t'as un taux d'alcoolémie, alors ok, peut-être t'as un petit peu bu pour trébucher et tomber dans la rivière, admettons. Ouais. Mais en fait, quand t'es pas, là, il faudrait que tu sois alcoolisé à un maximum pour ne pas te débattre dans l'eau. En fait, l'eau te réveille et à moins que tu saches pas nager, mais bon, ça arrive très, très rarement. Donc, c'est impossible que les gens soient noyés parce qu'ils sont tombés après avoir bu 2 bières. Oui, tu vois. Puis là aussi, par exemple, on va revenir au cas de Patrick. Mais alors, déjà, s'il avait le GHB dans son corps, il n'est pas capable d'escalader un mur ou, je sais pas, une clôture pour ensuite se retrouver à la rivière. Enfin, c'est des choses qui n'arrivaient pas. Mais même ça, dans la statistique, sur les 40 victimes potentielles, il y en a 30 avec des GHB, c'est énorme. Mais moi, c'est ça que je comprends pas, en fait. C'est déjà, je suis désolée, mais regarde l'histoire dont tu parlais en Angleterre, là. C'était en Angleterre, le mec Tinder? Non, c'était aux États-Unis. Non, c'était en Angleterre. Ouais. Et en fait, ils avaient du GHB, ils avaient des traces de GHB. À un moment donné, ça a fait tilt. Ben, bien sûr, mais là aussi, c'était de l'homophobie. Là, ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que ça doit être des jeunes hommes, là, c'était des mecs gays, pas forcément. Oui, donc la police, elle a fait là. Là, le fait que la police fasse ça pour des jeunes hommes blancs ou asiatiques de famille moyenne classe ou aisée, c'est un peu plus surprenant. Enfin, tu vois, ça arrive jamais. En général, tu sais, c'est comme le syndrome de la femme blanche, de la disparue blanche. Oui, on en parle tout le temps, alors que les femmes noires ou de couleur, on n'en parle pas, bien sûr. Mais enfin, en fait, ce qui en est resté, enfin, moi, c'est pas moi qui a sorti ces propos, je vais pas piquer, je vole, mais je le dis. On dit la vérité est souvent bien plus étrange que la fiction. Ouais. Et c'est quand même possible. En fait, peut-être que Kevin et Anthony Lee, ils ont pas exactement l'idée, mais il y a quelque chose pour moi qui lie ces histoires qui arrivent encore et encore et encore. Et je pense que malheureusement, peut-être l'idée du graffiti ou des choses-là, de l'avoir annoncé comme ça a poussé les gens pour les discréditer. Ouais. Alors qu'en fait, alors qu'il y a un mec des meurtres par imitation, je sais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a trop de similitudes et
c'est irresponsable pour moi d'avoir classé toutes ces affaires sans avoir cherché plus, c'est quoi. une honte. Moi, j'aimerais bien avoir la timeline des morts, genre, quand tu disais dans le Minnesota et à New York, genre à peu près quand Alors, ça j'y s'est ai passé. pensé aujourd'hui, malheureusement, j'avais pas le temps, Ouais. j'étais en train de me relire avant que tu arrives. Je dis, on devrait regarder les statistiques, par exemple, de morts de jeunes hommes de cet âge, parce que, soyons clairs, je crois que c'est aux États-Unis, donc la première la première raison statistique pour la tuerie des jeunes hommes, des enfants, c'est les massés tueurs en masse. C'est le gun, ouais. Le gun, voilà. Mais si tu regardais à cette tranche d'âge pour les jeunes hommes, ça serait pas la noyade. Ah, ben pas du tout. Or que si tu prenais un cercle géographique, avec tout ça, ça monte, Ouais. ça devient une cause de décès important. Et moi, j'aimerais bien voir, en fait, si, par exemple, tu vois au fur et à mesure des années, donc, il y a un espèce de trail où tu vois, par exemple, que ce serait peut-être un seul tueur, parce que c'est peut-être aussi qu'un seul tueur, et qui a bougé, tu sais, parce que souvent il bouge. Genre Ted Bundy, il avait bougé, il avait tué un peu de partout, et c'est pour ça que ça avait un peu... Mais il y a quelqu'un d'autre qui aussi a écrit là-dedans, je l'ai pas lu, parce que elle a duré trop longtemps, mon histoire. Mais en fait, quand il disait que c'est plus étrange que la fiction, ils ont parlé d'Israel Keys. Oui. Et personne n'aurait pu croire, comme tu as raconté Bien sûr. ça, que quelqu'un aurait organisé, s'être organisé comme ça, aurait fait tout ça, Ouais, juste sans l'avoir vu. ouais. Et c'est quand on l'a retrouvé qu'on dit, mais putain, ce mec existe, et c'est qu'il quitte, et c'est sa préparatif, et tout. Enfin, C'est trop organisé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est sûr que, enfin, je sais pas, moi, j'étais en train de juste regarder, bon, moi, je connais rien de rien. Et je pouvais pas, par exemple, Ed Gein, là, le nouvel truc, je peux pas le regarder. Je trouve ça trop berk. Ça m'a dégoûté. Mais là, il y a le BTK. Et du coup, je commence à scanner juste des trucs. Alors, je savais même pas rien. Je savais même pas qu'il était encore en vie. Moi, je pensais que c'était il y a hyper longtemps. Mais alors, il y a un truc quand même que j'ai Tu me su. piques tous mes sujets pour la semaine prochaine. Ah merde, désolé. Bon, oui, j'arrête. J'en reste là parce que j'ai juste une spoiler. Ah, Et c'est bon. ok. On en en parlera parlera la semaine prochaine. Bon, mais voilà. Et je suis désolée, mais pour la première fois, je voulais faire un sujet de considération. Je suis choquée. Moi aussi, parce que j'ai dit que je le ferais jamais. Ouais. Mais j'ai trouvé ça trop intéressant pour Mais je pense, alors, passer. je connais pas l'histoire du tout, je connais pas l'affaire, mais c'est obligé, il y a un truc qui les lie, c'est pas possible. C'est Ça pas possible. semble quand même assez C'est safe, quoi. trop énorme, en fait. Ouais. C'est trop énorme. Bon, voilà. Ok, bon, bah, super. Sur ce. Non, le vin. Ah oui, alors non, pas du tout. Non, c'est, je vais. Non. Je sais pas avec quoi je vais faire. Pour te dire, en vrai, j'ai même pas pris une deuxième gorgée. Mais moi non plus, là, je prends maintenant. Ouais, moi aussi, mais on dirait autre chose, quoi. C'est de la limonade ou. Mais pour moi, c'est les vins naturels, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec ça. Moi non plus. On est plus sur de la bière ou. Ouais. Un cidre. Je sais pas classifier ça. Je suis confuse. C'est pas du vin, non. Je suis confuse en tant que de cette histoire. Pour moi, il n'y aura pas de note parce que, en fait, très clairement, j'aime pas ça. C'est pas du mais vin. ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut dire que. Enfin, je sais pas. C'est pas notre. C'est pas notre cam, quoi. Voilà. Et on peut pas noter. Ouais, vraiment, quelque j'ai chose des goûts de bière, de houblon. Enfin, il y a un truc qui est space. C'est pour ça que moi, je bois jamais de vin naturel et que dans ce bar-là, je T'avais cap à m'envoyer ce reel, ce story. Ah bah, excuse-moi, mais le reel était très bien. Par contre, ils ont très bien présenté la bouteille. On va pas taguer parce que. J'en ai déjà dit où c'était, mais bon, après, c'était très bien. Oui, mais c'est vrai. On peut ne pas aimer. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. On réserve le droit de pas aimer. Exactement. Merde. On n'a pas été payé pour ça. Voilà, donc le Smiley Face Killers. Et sur ça, see you next week. See you next week. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.